à un moment donné, je pense qu'un élu a le droit aussi d'avoir des convictions à défendre sa région. Je pense pas que c'est injuste dans le sens que je crois que M. Legault, vous l'avez vu dans sa citation, il essaie de maintenir les troupes unies. Et c'est un défi présentement, je ne vous le cacherai pas. Mais de l'autre côté, c'est lui le grand chef, c'est lui qui décide un peu de l'orientation qu'il veut donner à tout son groupe pour lequel il dirige. Emmanuel, il n'avait pas l'air du tout ébranlé. Non, je pense qu'il a été bon joueur. Moi, je vais t'avouer, Julie, mon opinion a changé au courant de la journée. Ah oui? J'étais de l'école que, ben franchement, qu'est-ce qu'il a pensé, M. Dufour? Ben oui. Puis finalement, je l'écoute, puis pourquoi un député n'aurait pas le droit de dire, mais écoutez, ça n'a aucun sens que l'Abitibi-Témiscamingue n'ait pas de ministre depuis 2022. Puis on est dans un contexte où ça va super mal à la CAQ. Puis là, il dit, ben s'il n'y a encore pas de ministre, il n'a pas dit moi, là, s'il n'y a pas de ministre, ben on verra pour la suite des choses. À un moment donné, c'est peut-être à force de mentir et de dire la phrase qu'il faut dire « Non, je suis solidaire de mon premier ministre, à vie, mesdames et messieurs », peut-être pour ça que les gens sont cyniques. Puis M. Dufour, il faut le dire, là, il reconnaît que M. Legault, il n'avait pas trop le choix de mettre à la porte, là, tu sais. Donc, il lui en veut pas. Il dit « Moi, j'assume ce que j'ai fait. » Puis je comprends le premier ministre de devoir m'exclure. Puis c'est là qu'on en est. Il y a comme quelque chose, va peut-être me trouver fleur bleue. Moi, je suis quelque chose de rafraîchissant là-dedans. Yasmine, est-ce que tu trouves que c'était la décision à prendre de la part du premier ministre? Ah ouais. La seule. La seule? Absolument la seule. Le leadership de François Legault était en filigrane remis en question. Là, quand on dit je vais voir mes options s'il n'y a pas un ministre de l'Abitibi qui va être nommé, entendre ici, si je ne suis pas nommé ministre responsable de l'Abitibi, ça commence à être difficile pour François Legault de nommer, de remanier, de composer un nouveau conseil des ministres avec un fusil sur la tempe. Et Pierre Dufour n'est ni Éric Girard, ni Christian Dubé pour pouvoir développer ou mettre sur la table un rapport de force qu'il n'a jamais eu. Donc, il devait aussi envoyer un message à tous ceux qui voudraient être inspirés par le chantage de M. Dufour de ne même pas s'essayer. Mais Gaétan, où s'arrête le chantage? Parce que M. Dubé a dit moi, je ne veux pas d'autres postes de ministère, je veux rester à la santé. As-tu l'impression que c'est un peu à géométrie variable, Gaétan? Bien, il y a une grande différence entre les deux. C'est-à-dire que si Christian Dubé ou Éric Girard font cette menace-là, ils la font à huis clos, alors que Pierre Dufour, il le fait à la caméra. Elle est là, la différence. Et selon bien des sources, là, Christian Dubé, c'est pas la première fois qu'il évoque la possibilité de démissionner s'il n'a pas ce qu'il veut. C'est la même chose avec Éric Girard. Alors, Pierre Dufour est allé le faire sur la place publique. Alors, François Legault n'a pas le choix d'agir comme ça. Ceci dit, il n'en reste pas moins que c'était quand même politiquement quelque chose de très douteux de ne pas avoir de ministre dans la région de l'Abitibi, dans un système de représentation d'une part. Et si Pierre Dufour ne va pas à la mairie comme il le dit, c'est peut-être qu'il règle ses comptes, mais c'est aussi peut-être que la population en Abitibi est bien contente que quelqu'un le dise. Et ça augure mal pour les prochaines élections. Moi, je pense que c'est ça, là. Je pense qu'il n'ira peut-être pas à la mairie, peut-être qu'il va y aller, mais une chose qui est certaine, il a véhiculé l'opinion commune des gens d'Abitibi-Témiscamingue. Emmanuel, on comprend que c'est le premier ministre lui-même qui a décidé de représenter dans le prochain remaniement la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ça se fait, c'est un premier ministre qui représente une région? Bien, le premier ministre peut faire ce qu'il veut. M. Trudeau était ministre des Jeunes, mais la réalité, c'est que la région de l'Abitibi va avoir un ministre responsable à temps ultra partiel. Là. Le premier ministre a la responsabilité de l'ensemble de l'État. Puis en plus, il y a un déséquilibre qui se crée. Et l'idée d'avoir un ministre responsable, c'est qu'ils sont tous égaux autour de la table du Conseil des ministres à défendre leur région. Puis là, tout d'un coup, l'Abitibi a le numéro 1. Moi, je vois là-dedans une façon de dorer la pilule. C'est une ligne de com, parce que dans les faits, ça vient un peu confirmer que M. Legault n'a pas confiance dans ces deux autres députés d'Abitibi-Témiscamingue pour les nommer ministres responsables, donc il est obligé de le faire lui-même. C'est ça, le fond du problème. Là. Et pourquoi l'Abitibi et pas le Saguenay? Et pourquoi l'Abitibi et pas la Mauricie? Parce que c'est une région ressource, puis c'est bien stratégique avec la guerre tarifaire. Puis... Le Saguenay, entre les alumineries, le bois d'œuvre, le Saguenay également. Donc, ça s'explique mal. Puis, premier ministre, il est supposé être le représentant de toutes les régions du Québec. Là. C'est supposé être le défenseur de toutes les régions du Québec, pas un plus grand défenseur de l'Abitibi par rapport aux autres. Il est supposé se mettre en arbitre devant les décisions des différents ministres et des discussions. Or, là, il devient juge et partie. C'est un peu particulier. Donc, c'est une ligne de com. J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler
réellement sur le terrain dans la prise de décision. Bon, Gaétan, est-ce que, selon toi, qui a déjà été ministre, c'est terminé l'éventuel départ, grenouillage? Les départs, non. Je pense que ça peut continuer. C'est encore possible. Il y a des gens qui peut-être lorgnent sur les élections municipales et qui attendent le remaniement pour se décider. C'est tout à fait possible. Je pense que ça va être terminé lorsque le remaniement va être fait, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la grogne. Mais pour ce qui est des départs, ce genre de choses-là, ça va se terminer après le remaniement. Maintenant, une dernière chose. Oui. Juste un petit commentaire comme ça. Autour de la table du Conseil des ministres, là, je peux vous assurer que tous les ministres ne sont pas égaux. Ils le sont peut-être en titre, mais certainement pas en influence. Emmanuel, tu as posé une très bonne question sur M. Dufour, maintenant que vous êtes libre de parole. Qu'est-ce qui ne marche pas au sein de la CAQ? Lui, il a dit, la CAQ, c'est une coalition, puis on a peut-être tenté de faire plaisir à tout le monde. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, de un, il est quand même habile politicien. Il n'a pas réglé ses comptes sur la place publique. Il n'a pas été mesquin. Il a donné raison. Mais en même temps, il frappe un peu le cœur du problème. C'est que la CAQ, avec son ultra-immense monumentale popularité en sortant de la pandémie, c'est comme laisser berner, c'est comme laisser saouler par cette popularité. Puis, ce qu'il lui reproche, en vérité, c'est d'avoir perdu de vue les principes fondamentaux qui ancraient cette coalition-là, qui étaient la discipline budgétaire, le fait de faire le ménage, d'avoir un État plus efficace. Et quand tu prives un parti qui est une coalition, qui n'est pas un parti idéologique, de son socle, de son ADN, mais tu te ramasses avec un parti qui carbure à la popularité puis à essayer de faire plaisir à tout le monde. J'ai trouvé que son analyse était assez juste, à vrai dire. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est la même analyse que Yuri Chassin a fait il y a un an. Yuri Chassin a claqué la porte de la CAQ en disant qu'elle s'est éloignée des valeurs et des propositions qu'elle avait mises sur la table pour arriver au pouvoir. Ça n'a rien changé. Et Yuri Chassin l'a fait il y a un an, juste avant une rentrée parlementaire. Et là, c'est Pierre Dufour qui, lui, mis dehors plutôt qu'en claquant la porte. Mais c'était, on va dire, une opération harakiri qu'il a fait ce matin, qui dit exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on pourrait voir au lendemain de ce remaniement d'autres personnes déçues de ne pas avoir été montées autour de la grande table, qui pourraient, elles aussi, sortir pour dire le gouvernement n'a rien compris, la CAQ n'a rien compris, on est sur le mauvais chemin? Ça pourrait expliquer bien des départs, hein? Avenir de la télévision, avenir des médias au Québec, il y a un rapport finalement qui a été rendu public, un rapport de 115 pages. Et parmi les recommandations, l'élargissement des fameux crédits d'impôt qui sont actuellement réservés aux journalistes de la presse écrite. Mais la façon dont ça fonctionne, Emmanuel, dans à peu près tous les médias, les journalistes qui écrivent vont aussi en ondes, font de la télévision, font de la radio. Et le ministre Lacombe a dit, mais oui, moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Bien, ce qu'on attend pour agir, c'est que ça prend de l'argent. Puis finalement, les gouvernements n'ont pas envie de mettre l'argent là-dedans. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. M. Girard l'a dit la semaine dernière. Ça ne l'intéresse pas. Oui. Puis il est super bien fait, il est super intéressant, ce rapport-là, mais ça fait 1000 ans qu'on le dit. Il y en a eu des rapports là, pour remplir une bibliothèque municipale au complet. C'est pas compliqué, là. Retirer la publicité des diffuseurs publics, Radio-Canada, Télé-Québec, pour élargir la tarte disponible aux diffuseurs privés. Puis à un moment donné, tu le mentionnes, ce qui différencie un journaliste télé d'un journaliste radio ou d'un journaliste de la presse écrite, c'est qui écrit le chèque de paye. Ce n'est plus les fonctions. Regarde, on a dans nos émissions des journalistes du Journal de Montréal qui viennent nous expliquer leurs articles. On a des journalistes télé qui viennent en ondes ou qui écrivent des articles dans le journal. Oui, ça serait une façon d'égaliser la chose. Mais en ce moment, ce n'est pas une priorité des gouvernements, malheureusement. Et Gaétan, avec le remaniement qui est promis depuis la fin du mois de juin, M. Lacombe, on ne sait pas si ce sera toujours lui, le ministre de la Culture, finalement. Non, on ne le sait pas. Puis il y a un malaise que j'ai eu aujourd'hui en l'écoutant. Pourquoi? Parce que lors de la rentrée, Pierre-Carl Péladeau a fait une sortie très remarquée, très commentée sur ce sujet-là. Et le ministre Lacombe était sorti en disant « Oui, mais c'est une entreprise qui fait des profits ailleurs. Peut-être qu'on ne devrait pas aller là. » Et là, soudainement, il semble être en faveur du rapport qui dit essentiellement qu'on devrait faire ce que Pierre-Carl Péladeau demande. Alors là, c'est comme un manque de cohérence et de crédibilité pour les ministres. Alors, à cause de ça, oui, peut-être que ça fera de lui une cible au remaniement. Annonce aujourd'hui du premier ministre Mark Carney qui met sur pause les cibles de vente pour les véhicules zéro émission qui étaient prévues en 2026. Les cibles augmentaient jusqu'en 2035. Yasmine,
As-tu l'impression que c'était M. Poilievre aujourd'hui qui faisait cette annonce-là? En fait, ce qui est assez particulier, puis honnêtement magistral, c'est que Mark Carney a réussi à se faire élire en allant piger dans le NPD, mais avec une plateforme des conservateurs. Finalement, il mange dans le lunch à tout le monde. Et aujourd'hui, il a répudié Justin Trudeau et ses politiques environnementales et il met de plus en plus en difficulté Pierre Poilievre parce qu'il est en train de mettre en pratique les promesses électorales de Pierre Poilievre. Il se met dans une position où il est gagnant, 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 mais il va falloir voir la réaction de son caucus. Et je voudrais pas être dans les chaussures de Stephen Guilbeault aujourd'hui, lui qui défendait autre chose il y a 1 an, 18 mois, se retrouver dans un gouvernement qui prend la plateforme environnementale, si elle en est une, des conservateurs. C'est particulier. Après la taxe carbone, Emmanuel, dans le fond, le gouvernement est aussi tributaire de ce que les gens achètent comme véhicule. Si les gens ne veulent pas de véhicules électriques, on peut pas atteindre les gens les achèteraient s'ils continuaient à avoir des subventions aussi généreuses que celles qu'on avait. Là. On s'entend, là, c'est ça le problème. Le problème politique pour M. Carney, c'est que cette échéance-là, il l'a défendue en campagne électorale. Et là, il la renie. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'industrie automobile au Canada leur dit ils sont déjà à genoux, que là, ils vont complètement s'effondrer, que c'est impossible à atteindre parce que le problème, c'est la pénalité qui vient si tu n'atteins pas cette cible-là. C'est habile de M. Carney, mais il y a déjà un caucus environnemental qui est en train de se créer. Lui, il dit que ce qui compte en même temps, en ce moment, c'est la productivité, la compétitivité, l'économie, puis que les changements climatiques, c'est un enjeu moral. Je ne sais pas combien de temps ça va faire. Gaétan, en terminant, est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Bien, c'est une décision purement politique. J'ai hâte au prochain sondage parce qu'il gouverne très à droite et il a un électorat à la base au Parti libéral. Est-ce que la population a changé à ce point-là que son image ne sera pas affectée dans les sondages? J'ai hâte de voir ça. Oui, prochain sondage, effectivement, avec le budget qui sera présenté cet automne. Gaétan, Emmanuel, Yasmine, merci à vous trois. Au revoir. Au revoir.